Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde consacrée à l'orientation des femmes dans les sciences et de l'école, donc au métier. En France, d'après un rapport sénatorial, moins d'un tiers des chercheurs en sciences et un quart seulement donc, des ingénieurs sont des femmes. Rien ne change vraiment dans le monde scientifique malgré quelques frémissements. Les filles donc restent un peu et beaucoup même sous-représentées. À qui la faute? Stéréotypes, biais cognitifs, mauvaises habitudes de sélection, plafond de verre, les quelques progrès accomplis en tout cas restent limités, les inégalités demeurent. Je suis Fatma Pralon, enseignante agrégée en sciences économiques, référente égalité à la Sorbonne et rattachée donc d'ailleurs à la faculté de sciences et ingénierie. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde consacrée à l'orientation des filles et surtout donc la place des filles dans les sciences, dans les filières scientifiques et techniques. Pour m'accompagner, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir 4 expertes et experts de la question, notamment Aline Aubertin, vous êtes directeur général de l'ICEP, donc une école d'ingénieurs dans le numérique, présidente d'honneur de l'association Femmes Ingénieurs. Laurent Pater, vous êtes donc président de l'UPS, l'Union des professeurs en classe préparatoire scientifique. Olivier Sidokpo, vous êtes directeur général de l'ONICEP, et Catherine Sueur, donc chef de service de l'inspection générale des finances et ancienne élève de Polytechnique. Je suis ravie en tout cas de vous avoir à mes côtés pour traiter la question justement du jour sur la place des femmes, des jeunes filles dans les filières scientifiques. Nous allons structurer ce webinaire en 3 temps. Tout d'abord, dresser un état des lieux justement de la place des filles dans les filières scientifiques et techniques pour poser un cadre. Ensuite, explorer un peu plus les leviers d'action et les stratégies pour les accompagner au mieux. Et enfin, discuter un peu plus des défis. Quelle action transformer donc un peu ce système qui semble encore une fois rigide. N'oubliez pas que nous sommes d'ailleurs en direct sur Livestorm. N'hésitez pas à poser vos questions, donc nous répondrons avec plaisir à la fin de la séquence. C'est parti pour une heure d'échange, de discussion. Et pour commencer, une question générale donc sur l'état des lieux qui s'adresse à Olivier, justement, directeur général donc, de l'ONICEP. Quelles sont pour vous, justement, les grandes tendances que vous observez dans les choix d'orientation pour les jeunes filles, les jeunes femmes vers les filières scientifiques et techniques? Merci. Alors d'abord peut-être pour les plus jeunes, l'ONICEP c'est l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Donc il travaille sur les formations et les métiers. Donc hélas, et vous l'avez dit, le premier élément c'est une stabilité, et une stabilité à un niveau bas. Si on regarde simplement l'entrée dans l'enseignement supérieur et qu'on met de côté les sciences du vivant et la médecine, on plafonne à 25% péniblement, mais qu'on n'arrive pas à dépasser. C'est une grande stabilité dans le temps, puisque c'est des choses qui étaient déjà vues dès les années 60, 70, 80, 90. Une grande stabilité aussi au-delà des classes sociales, puisque dans les années 50-60, où l'enseignement supérieur était réservé aux classes, on va dire, les plus favorisées, eh bien, on avait déjà des taux très bas. Et puis, c'est une stabilité aussi suivant les modes d'organisation. C'est-à-dire depuis la naissance des séries en 1965, on a eu un nombre assez incalculable de réformes, de restructurations, de retransformations, dont la réforme du lycée est la dernière en date. Et malgré des transformations parfois profondes, le taux de jeunes femmes parmi les filières les plus mathématisées, les plus scientifiques et numériques ne bouge pas. Et puis, dernière, finalement, et c'est peut-être là le plus inquiétant, stabilité, c'est stabilité au regard des plans d'action, car on a eu du volontarisme, on a eu des plans d'action, on a eu des plans de communication. En allant regarder un peu dans les archives de l'ONICEP, j'ai retrouvé un numéro de la revue Avenir de 1958 sur les carrières féminines, qui indiquait que les sciences, évidemment, les femmes y avaient toute leur place. Alors, modulo quelques petites difficultés parce que parfois il y avait beaucoup d'hommes, mais en tout cas, on affirmait déjà en 1958 que les femmes avaient toute leur place dans tous les métiers scientifiques. Malgré tout, et je pense que Catherine y reviendra, le constat est là, on ne bouge pas, on ne bouge quasiment pas. Merci beaucoup, du coup, Olivier, et en lien avec les écoles d'ingé, plus particulièrement Aline, du point de vue des écoles d'ingénieurs, quel mécanisme d'ouverture, d'autocensure, de sélection implicite vous observez chez les candidates ?
Effectivement, ça a été très bien dit. Il y a encore des phénomènes d'autocensure chez les jeunes femmes, notamment au moment des choix de spécialité. Je me réfère par là à la dernière réforme du lycée, la réforme Blanquer que vous avez évoquée, et au niveau des choix d'orientation. Ce qui rend les choses difficiles, c'est qu'en fait, il nous faudrait un continuum d'action à tout niveau, en commençant par l'école primaire, et très longue dans le temps, puisque je vous rappelle, pour faire un ou une ingénieure, faites le calcul, il faut toutes les années de secondaire, les 5 années d'école d'ingénieur. Donc en fait, une action qui démarrerait même en classe de 6e va mettre un certain nombre d'années, plus de 10 ans, pour pouvoir avoir un impact sur le marché de l'emploi. Donc cette autocensure, elle est extrêmement précoce. On la voit dans les choix de spécialité dès le lycée, mais on la voit aussi avant. Donc effectivement, on va voir que les filles ont moins tendance à choisir des spécialités orientées plus directement sur la technique. Je pense à NSI, donc les sciences du numérique. Je pense à ESSI, les sciences de l'ingénieur. Elles choisissent éventuellement moins maths experte. On leur fait croire très très tôt qu'elles seraient mauvaises en maths. Et elles se projettent bien moins dans les métiers techniques. D'une certaine manière, je pourrais dire, elles se censurent avant même d'avoir essayé. Et puis, se complète, à cette autocensure très précoce, un autre rapport à la légitimité. Les garçons, ils se sentent légitimes à tenter. Et d'ailleurs, tout au long de leur scolarité, on leur a dit oui, ils pourraient mieux faire s'ils travaillaient mieux, s'ils étaient plus investis. Quand on aura dit aux jeunes filles que oui, c'est déjà pas mal, mais qu'elles ont fait beaucoup d'efforts, alors qu'après tout, pour le même niveau, peut-être c'est le garçon qui a fait beaucoup d'efforts et que la fille, elle est bien plus à l'aise que ce que l'enseignant peut penser. Et je ne suis pas du tout en train de taper sur les enseignants, de les stigmatiser. On est tous porteurs de stéréotypes. Il n'y a pas de raison que les enseignants, malheureusement, fassent exception. On aimerait bien, mais c'est pas comme ça que marchent les stéréotypes. Donc les filles, elles attendent d'être sûres de réussir. Elles ont le syndrome de la bonne élève. Donc effectivement, comme on leur a fait croire que les sciences sont pas pour elles et que on leur a fait croire également qu'une jeune fille doit être très sage, très bonne élève, elles prennent moins le risque. Donc je le résumerai en disant qu'elles font des choix de spécialité plus prudents, plus convenus. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, ce qui est important de dire, c'est que par contre, une fois que les filles font ces choix, elles réussissent tout aussi bien. Et moi, à la place qui est la mienne, donc en tant que directrice générale de l'ISEP, comme vous l'avez dit, je suis désespérée de voir à la fois des élèves à l'entrée qui ont plein de stéréotypes, même si je suis fière de dire qu'on est l'école du numérique la plus féminisée, puisqu'on accueille 27% de filles en post-bac, c'est ce qui est le pourcentage le plus élevé. N'empêche que je vois bien quand même qu'elles ont tout un tas de stéréotypes et elles ont moins de confiance en elles. Et à la sortie, elles réussissent très très bien, elles performent tout aussi bien que les garçons. Et j'ai les entreprises, j'étais ce matin au forum entreprises de l'ISEP, qui me disent super, on est là parce qu'on sait qu'on va trouver beaucoup de filles, mais on en voudrait encore plus, encore plus. Donc en fait, si je résume, on a des stéréotypes qui font que les filles se sentent illégitimes, elles tentent moins, elles n'osent pas, elles réussissent pourtant très bien une fois qu'elles y sont, elles disent aussi qu'elles sont très heureuses et des entreprises qui cherchent à les accueillir. Donc en fait, on est devant quelque chose qui est un non-sens en fait. Merci beaucoup Aline. Effectivement, le syndrome de la bonne élève, le syndrome aussi de l'imposteur au final. Et du coup, ma question porte sur les classes préparatoires scientifiques. Laurent, vous constatez une évolution justement de la présence des jeunes filles. Quels freins concrètement encore à l'entrée dans les premières semaines, les premières années en classe préparatoire scientifique ? Alors, je vais essayer de faire un peu de positivisme d'abord pour commencer Plaisir. cette table ronde. Si on repart un petit peu en arrière et qu'on pense aux années 80, les classes préparatoires scientifiques, qui n'avaient pas tout à fait le même format qu'actuellement, c'était environ 18% de taux de femmes dans ces classes. Et puis, au moment de l'ouverture massive de ces classes, donc les années plutôt 90, la réforme de 95, on a eu une vraie augmentation. Et c'est vrai que depuis, il y a stagnation. Donc, j'ai fait du positivisme, mais effectivement, à un moment, on le sait, ça a stagné. Donc cette démocratisation déjà nous a permis de recruter plus de filles dans nos classes à cette époque. Alors bien sûr le format n'est pas le même, les classes ont évolué, donc ça c'est vraiment intéressant. Mais oui, cette stagnation, on ne peut que la constater actuellement. C'est-à-dire que depuis 30 ans, globalement c'est 25-30% selon si on considère les classes préparatoires agro-véto, donc BCPST dans les classes scientifiques. Voilà, donc voilà, ce sont des chiffres qui sont indéniables. Maintenant, si on parle des freins, effectivement c'est exactement ce que Mme Berton disait juste avant, je suis tout à fait d'accord. Le phénomène de censure ou d'autocensure, selon comment on le présente, se produit réellement. Pour donner des éléments concrets,
Lorsque nous, en classe préparatoire, nous classons nos dossiers sur Parcoursup en tant que formation sélective, le début du classement des dossiers, en termes de taux de féminisation, il y a une surreprésentation. Si je prends la moitié des premiers dossiers qui sont classés, je vais avoir plutôt 35% de filles, alors que le vivier initial, c'est plutôt 25%. Et au moment du choix, eh bien, elles ne vont pas dans les classes préparatoires scientifiques. Elles vont, pour ne pas caricaturer ou caricaturer à peine, en droit ou en médecine. Effectivement, c'est vraiment des questions qui sont importantes. Donc le frein d'abord, il est effectivement au moment du choix. Donc je suis tout à fait d'accord sur cet aspect-là, sur l'aspect choix, et convaincre que ces filières sont faites parfaitement pour les filles comme pour les garçons. C'est vraiment un gros travail que nous effectuons actuellement. Donc ça, c'est le premier constat qu'on fait, c'est le moment du choix. On a une déperdition. Donc ça, c'est important. Merci beaucoup, Laurent. Catherine, vous avez contribué au rapport en 2025 qui porte sur filles et mathématiques, sur justement comment lutter contre les stéréotypes. Vous pourriez nous en parler un peu plus, nous dire ce qui ressort clairement de ce rapport ? Alors d'abord, je suis auteur de ce rapport avec Olivier Sidobkow, quand même, je tiens à le préciser. On est deux dans cette table ronde à avoir participé à ce rapport et qui, effectivement, on part du constat que les uns et les autres ont rappelé, c'est-à-dire qu'on stagne sur ce sujet depuis 30 ans et on n'arrive pas à faire attirer plus de femmes dans les filières scientifiques. Moi, peut-être ce que je voulais dire, pour ne pas répéter beaucoup de choses qui ont été dites avec par les uns et les autres, c'est quand même quelles sont les conséquences pour l'économie. Et une des raisons pour lesquelles nous, au ministère de l'économie et à l'inspection générale des finances, on a travaillé sur cette question, c'est parce qu'il y a des grandes conséquences pour l'économie. Le fait qu'il y ait moins de femmes dans les filières scientifiques a vraiment un impact majeur. Il y a moins d'innovatrices, il y a moins d'ingénieurs. On a un déficit en France d'ingénieurs. Aline le sait, on a besoin de former à peu près 30 à 35 000 ingénieurs pour répondre aux besoins de l'économie, aux besoins de la réindustrialisation, aux besoins de l'émergence de la donnée, de l'intelligence artificielle, etc. Et donc, pour l'économie, on a vraiment besoin de tout le monde, et y compris et surtout des femmes. Ça, c'est la première chose. Il y a d'ailleurs des études économiques, pour finir sur ce premier point, qui montrent que la perte de croissance pour la France, c'est 5 à 10 milliards d'euros chaque année de perte de croissance parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans ces filières scientifiques. Il y a une deuxième conséquence pour l'économie que je voudrais rappeler qui est extrêmement importante, c'est sur les salaires. Comme vous le savez, en France, il y a un écart salarial entre les hommes et les femmes qui est entre 15-20%. Selon les niveaux, eh bien, 2/3 de ces écarts salariaux s'expliquent par les milieux dans lesquels les femmes travaillent. Donc, si on veut, d'une part, favoriser la croissance économique, si on veut vivre dans une société où les hommes et les femmes ont le même salaire, il faut vraiment travailler sur ce point. Ça, c'est vraiment un enjeu essentiel. Et peut-être pour finir et pas être trop longue, il y a un truc qui nous a beaucoup frappé quand on a travaillé ensemble avec Olivier Sidobkow, c'est vraiment le fait qu'on cherche un bouc émissaire. Alors le bouc émissaire, ça a été la réforme du bac. Bon, la réforme du bac, on l'a tous dit, ça fait 30 ans qu'il n'y a pas de femmes qui vont dans les écoles d'ingénieurs, donc la réforme du bac n'a pas d'incidence, on l'a étudiée de manière très approfondie, etc. On cherche un bouc émissaire, et puis, donc c'est pas la réforme du bac, mais alors du coup c'est le niveau en dessous. Et du coup, il y a quelque chose qui se produit et Aline y contribuait, c'est-à-dire que les écoles d'ingénieurs disent « Ah bah attendez, c'est pas de ma faute, c'est la faute des classes prépa ». Les classes prépa disent « Ah bah non, c'est pas de ma faute, c'est la faute du lycée, d'ailleurs c'est au moment du choix ». Le lycée dit « Mais attendez, déjà au collège, on a quand même une difficulté ». Et donc à la fin, on se dit tout doit se jouer dès l'école primaire. Moi, je pense que c'est une mauvaise façon de raisonner. La bonne façon de raisonner, puisque comme un certain nombre d'entre nous l'ont dit, c'est le poids des stéréotypes. C'est si on veut changer les stéréotypes dans la société, c'est à chacun de s'en préoccuper. Et chacun à son niveau, à l'école primaire, au collège, au lycée, en classe prépa, dans les écoles d'ingénieurs, tout le monde doit essayer de lutter contre ces stéréotypes. Et d'ailleurs, dans les stéréotypes, il pourrait commencer par faire quelque chose, c'est arrêter de parler d'autocensure, mais de censure. C'est-à-dire que les femmes, elles ne s'auto-censurent pas. Parce qu'en plus, ça, dire l'autocensure, c'est une façon en plus de renvoyer la responsabilité sur les femmes. C'est encore de votre faute. Non seulement vous n'y allez pas, mais en plus, c'est de votre faute parce que vous n'êtes pas assez comme ci, pas assez comme ça. Non, en fait, les femmes, elles sont censurées parce qu'on ne les voit pas, la société entière ne les voit pas dans ces filières, parce qu'on ne leur donne pas envie d'y aller, parce qu'on ne les soutient pas, etc. Donc, il faut avoir un discours positif sur les sciences et j'espère qu'on va y arriver. Je l'espérais aussi. Alors justement, pour un discours un peu plus peut-être positif, encourager un peu plus et aider les jeunes filles et les femmes à poursuivre dans cette carrière scientifique et donner quelques éléments de réponse peut-être aux collègues qui regardent effectivement donc, cette visio, leur donner des conseils pragmatiques.
pour aider justement les jeunes filles. Une question pour vous, Laurent. Quelles pratiques pédagogiques concrètes, organisationnelles, en classe préparatoire scientifique ou ailleurs d'ailleurs, on pourrait mettre en place pour favoriser l'accès des jeunes filles, des jeunes femmes en fait, dans ces filières et les aider au mieux à réussir? Alors le premier point sur lequel les associations travaillent énormément, l'UPS comme les autres associations d'enseignants, c'est d'abord la connaissance du système. C'est vraiment essayer de faire comprendre à quel point actuellement les classes préparatoires ont évolué et se préoccupent beaucoup plus du bien-être des étudiants qu'il y a une trentaine d'années. Alors je pense qu'elles s'en préoccupent depuis assez longtemps, mais l'évolution de l'image a mis un certain temps à arriver. Maintenant, ça, voilà, la connaissance du système, nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille vraiment beaucoup et voilà, vraiment montrer au quotidien par différentes actions. Alors, les actions, elles sont par l'intervention de rôle modèle en classe. C'est quelque chose qu'on fait déjà, mais qu'on pourrait renforcer encore. Ça me permet de parler effectivement de ce qu'ont fait d'autres associations comme l'UPST et Femmes Ingénieures sur le FIRST. Je veux dire, Femmes Ingénieures, réussir en sciences et technologies, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, voilà, des actions concrètes. Vous pourriez développer justement ces actions? Alors, peut-être que je vous laisserai peut-être développer, vu que vous êtes partenaire, donc Aline développera juste après. Sur un second aspect, nous, ce qu'on essaye aussi de donner dans nos classes, c'est effectivement le soutien des élèves, donc l'aspect vraiment coopératif des classes qui s'est vraiment développé, mais il y a aussi quelques actions ponctuelles qui ne sont pas forcément généralisées, mais que j'aurais présentées. Il existe par exemple des classes préparatoires qui font quelques moments de non-mixité. Alors c'est important de vraiment rester vraiment borné dans le temps et dans l'espace sur ces aspects-là, puisque ces moments de non-mixité, par exemple un TD qui va être réservé aux filles ou un créneau de sport, voilà, c'est des choses vraiment qui se font, mais cet aspect de non-mixité doit insuffler la mixité après dans le retour en classe, faciliter la prise de parole, c'est vraiment des choses importantes. Je voudrais présenter également une autre initiative où l'UPS a été partenaire avec l'Institut Polytechnique de Paris et le Pôle Égalité des chances, de faire un stage pendant les vacances réservé aux filles. Encore une fois, quelque chose borné dans le temps, se poser la question, qu'est-ce qui va passer après le retour en classe? Ensuite, le suivi de ça va être vraiment important. Donc ça, c'est des actions concrètes de soutien qui se développent au-delà de l'évolution de l'image et du soutien qui peut exister dans les classes préparatoires. Je me permets juste, par rapport à ces actions, ces impacts, elles sont mesurées aujourd'hui? Vous connaissez le retour? Alors effectivement, c'est des actions qui sont assez jeunes, c'est-à-dire que voilà, mais en tout cas, le retour commence à se faire et on a déjà une première réunion qui va bientôt se produire pour voir un peu le suivi de ces jeunes filles. Est-ce que ça leur a apporté quelque chose lors du retour en classe? Donc on suit, mais c'est tout neuf et on espère que ça va marcher. Toujours du positivisme. Merci beaucoup Laurent. Effectivement, des mesures d'impact pour valoriser ces actions seraient effectivement assez pertinentes. Aline, j'attends avec impatience votre réponse, forcément. Juste avant, je vais apporter quelques éléments de réponse à ce qui vient d'être évoqué sur les mesures d'impact. Il y a quelques études qui ont été faites. Une de celles qui est la plus connue, c'est une étude qui a été faite par la Fondation L'Oréal, qui a mesuré l'impact de la rencontre de jeunes. Si je puis me permettre. L'Oréal l'a financé. Alors, pardon, j'étais pas dans le secret des finances, donc et comme voilà, je connais bien la Fondation L'Oréal, les partenaires de Femmes Ingénieures, voilà, j'essaierai de m'en rappeler, donc vous me le direz, vous me le rappellerez, qui a montré qu'effectivement, mais il y en a d'autres, qu'il y a une corrélation directe entre j'ai eu l'occasion de voir en vrai, voire de toucher une femme ingénieure, et je me projette dans des études scientifiques. Donc ça, c'est le point très positif. Le point un petit peu moins positif, c'est que c'est d'autant plus efficace que l'imprégnation, si je puis dire, la sensibilisation est proche du moment où je choisis mon orientation. D'où l'intérêt d'ailleurs de bien positionner une journée comme FIRST, qui est une grande journée où des professionnels scientifiques, ingénieurs ou scientifiques vont à la rencontre des élèves dans les classes. Donc plus c'est proche de l'orientation, plus ça marche. Et plus j'ai été sensibilisée 2 fois, plus c'est efficace. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez l'enjeu du déploiement de telles actions. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, alors, moi, j'ai coutume de dire qu'en fait, vouloir féminiser une école d'ingénieurs, et je crois pouvoir dire qu'avec 27%, on est quand même plutôt pas mauvais dans notre domaine, il faut y penser partout et tout le temps. Donc, je vais quand même répondre à votre question et donner quelques exemples. Mais pour ceux qui connaissent la démarche qualité dans l'entreprise, c'est comme une démarche qualité. La démarche qualité, c'est pas je fais du contrôle qualité des produits en sortie, c'est j'y pense tout le temps, partout, et je vérifie en permanence. Pour moi, le fait de dire je veux des filles dans cette école, c'est exactement la même chose. J'y pense tout le temps, partout, c'est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Alors, une fois que j'ai dit ça, je vais envie de parler de, allez, on va dire 3 leviers puissants principaux qui seront montrés, normalisés, accompagnés.
Donc montrer, c'est donner en fait la possibilité à des jeunes filles de se projeter. Donc on revient sur ce qu'on a déjà dit. Effectivement, ce qui fonctionne le mieux, c'est de montrer la réalité vécue par des étudiantes. Et c'est là où je fais une petite incursion. On dit on veut des filles dans les matières scientifiques, mais en même temps, c'est pas forcément très vendeur, si je puis dire. Le mot est très vilain de dire à une jeune fille si, on veut que tu fasses des sciences et on veut pas savoir. Tu vas aller dans une école où il y aura que 10% de filles et si c'est compliqué pour toi, tant pis, parce que nous on veut des filles à la sortie. Donc, quand je dis montrer, j'ai le rôle des pères et des modèles pour montrer qu'effectivement, ce n'est pas le bagne et que ça va bien se passer est très important. Et là aussi, on a besoin que les garçons soient des alliés. Moi, je fais toutes les rentrées de première année et j'explique aux garçons dans la classe, d'abord qu'ils sont au bon endroit, que je veux plus de filles mais pas moins de garçons, hein. Sinon on ne réglera pas le problème du nombre d'ingénieurs dans notre pays. Mais j'explique aux garçons, je leur demande de regarder autour d'eux et je leur explique que leurs camarades filles ont choisi de faire du numérique, mais n'ont pas choisi d'être potentiellement minoritaires, même si un tiers, elles sont... Enfin voilà, c'est la limite où on dit que la minorité ne se sent presque plus. Mais en fait, je leur fais prendre conscience qu'en fait, oui, ils ont leur rôle à jouer. Et que la petite vanne de « oh, t'as pas d'humour », etc. Oui, quand c'est la 5e ou 6e de la journée, non, on n'a plus d'humour. Donc finalement, c'est pas de l'humour que ça s'appelle. Et puis le 3e levier, c'est donc d'offrir un environnement sécurisant et inclusif. Et donc faire très attention à ça, de porter une attention particulière à l'accueil, de lutter contre les biais dans la pédagogie, et donc vraiment d'encourager les filles. Et donc le levier principal, en fait, c'est de dire on vous montre des filles qui sont heureuses, mais pour qu'elles soient vraiment heureuses, il faut y penser partout et être très attentif à tous les niveaux. Merci beaucoup, Aline. Catherine, j'ai une question, la question qui tue pour vous, la question des biais. Pensez-vous en fait justement qu'il ne faudrait pas mieux former les équipes éducatives à la détection des biais, selon vous? Alors, je parle en toute humilité parce qu'il y a 2 professeurs dans cette table ronde et moi je ne suis pas enseignante. Néanmoins, dans le rapport qu'on a signé collectivement, avec un travail collectif, encore une fois, avec l'Inspection générale de l'éducation et l'Inspection générale des finances, on s'est vraiment posé la question de comment on change la pédagogie. Parce qu'effectivement, les biais et les stéréotypes, ils sont partout. Et comme l'a dit déjà l'un des intervenants, évidemment, les enseignants ne font pas exception. Et du coup, il y a une démarche portée d'ailleurs par l'un de nos collègues qui s'appelle Xavier Gauchard sur la pédagogie égalitaire pour essayer de se dire comment chaque enseignant intègre effectivement partout et tout le temps, comme le disait Aline, la lutte contre les stéréotypes. La pédagogie égalitaire, c'est quoi? C'est privilégier avant tout des buts de maîtrise versus des buts de performance. L'important, notamment dans les sciences, c'est pas d'avoir 20 sur 20, c'est d'avoir compris. Et ça, c'est extrêmement important pour les filles comme sur les garçons. Moi, il y a une anecdote que je raconte souvent en tant que mère et parent d'élèves. Après ce rapport, moi, j'ai arrêté de demander à mes filles « mais t'as eu combien en maths ?» Mais je lui demande désormais, c'était sur quoi le contrôle de maths? Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que globalement, pour le monde éducatif, les inégalités entre les filles et les garçons, c'est un impensé. L'ensemble des enseignants pensent très légitimement qu'ils enseignent de la même façon aux filles et aux garçons. Et ça, c'est un impensé. Quand on pense égalité dans le monde éducatif, on pense classe, catégorie socio-professionnelle, etc. Mais on pense jamais aux inégalités entre les filles et les garçons. Donc la pédagogie égalitaire, c'est vraiment considérer les filles et les garçons de la même façon. Il y a plein d'études qui existent sur les bulletins. Et, il y a différentes choses qui sont sorties sur le sujet. Mais les bulletins sont genrés. Aujourd'hui, vous enlevez le nom d'un bulletin scolaire, n'importe quel enseignant est capable de dire si c'est le bulletin d'un garçon ou d'une fille. Parce que les filles, elles sont sérieuses, elles sont appliquées, alors que les garçons, ils sont brillants, ils sont excellents, voire ils ont un peu de génie, etc., etc. Ça, il faut arrêter. De la même façon, sur la prise de parole en classe. On sait très bien que les garçons ont toujours tendance à lever la main, etc. Les filles, elles sont vraiment, peut-être au premier rang, mais en tout cas, elles n'osent pas lever la main. C'est évidemment à l'enseignant de donner la parole. Et puis, peut-être, il y a plein d'autres exemples que vous pourriez voir. Il y a eu tout un travail, d'ailleurs, qui a été fait vraiment sur EduScol. Il y a plein de ressources pour ceux qui les recherchent. Et un dernier point, parce que Aline l'a dit, et moi, je trouve que c'est extrêmement important, c'est avoir une tolérance zéro sur toutes les remarques sexistes. Ça, c'est pas possible.
C'est plus possible aujourd'hui. Et ça commence à l'école primaire, au collège, au lycée, en prépa, dans les écoles d'ingénieurs. C'est impossible qu'il y ait des remarques sexistes et a fortiori dans le monde enseignant qui parfois ne s'en rend pas compte. Il va faire une remarque sur la façon dont une jeune fille était habillée, etc. Ça, c'est impossible. Il faut effectivement considérer les filles et les garçons de la même façon. Merci beaucoup Catherine. Et en complément par rapport au dispositif d'accompagnement, Olivier, à l'ONICEP, du type immersion, mentorat, donc témoignage, stage, que pouvez-vous proposer aux collègues, aux enseignants, aux étudiants, lycéennes, lycéens? Tout à fait. Alors peut-être un mot sur ce mot d'orientation qui désigne au moins à la fois deux réalités, une réalité statistique, c'est-à-dire il y a tant de filles, tant de garçons, tant d'élèves de telle ou telle catégorie sociale, mais aussi, et Catherine l'a rappelé, un processus qui est un processus intime, personnel, complexe, psychique. C'est sur cette partie du processus surtout que nous travaillons, côté ONICEP, mais nous ne sommes pas seuls, que travaillent aussi les psychologues de l'éducation nationale, etc. Parce que c'est quand même à un moment donné là que cela se joue. Et je dirais, il n'y a pas de relation simple entre ce qu'on va mettre en place et ce qui va être ensuite décidé, mis en œuvre par les filles et par les garçons. Ça n'est pas je vais vous parler pendant 1 heure des métiers de la cybersécurité et ensuite il y aura une augmentation de X% des gens qui se dirigeront vers ces métiers. Mais c'est parfois, pour une fille qui hésite en 3e à aller vers un bac pro Indus, le fait que dans la matinée, elle aura eu une excellente note en français avec une remarque qu'elle n'avait jamais eue encore de la part de son enseignante et qui va augmenter son estime de soi et faire qu'en rentrant, elles se sont capables de faire tout, y compris de faire un bac pro Indus. Donc ça, évidemment, ce sont des choses complexes. Donc un des premiers éléments, c'est d'outiller les équipes éducatives sur ces réalités, donner des informations précises sur les métiers tels qu'ils sont aujourd'hui, tels qu'ils s'exercent aussi par les femmes et les hommes qui les exercent, et puis véritablement outiller sur ce processus d'orientation. Alors après, une fois qu'on a ça, on peut choisir des instruments. Et là, il faut être, je dirais, pragmatique et voir ce qui est disponible. Lorsqu'on est professeur à Saint-Laurent-du-Maroni, il y a des choses qu'on n'a pas sous la main. Bon, ben on ne l'utilise pas et on peut faire d'autres choses. Il n'y a aucun problème. On a aussi la radio, on a toujours des instruments sous la main, parfois des stages, parfois des rôles modèles. Donc, il n'y a pas de lieu où on ne puisse pas faire quelque chose. Et puis, il faut aussi, après, avoir des outils parce que ça n'est pas simple de mettre en relation. Donc, nous avons mis en place à l'ONICEP ce qui s'appelle la plateforme Avenir, qui aujourd'hui a 7 millions de comptes, donc tous les élèves de la 6e jusqu'à la terminale, et qui permet aux enseignants, qui va leur permettre en particulier à partir de la rentrée, de distiller finalement toute une actualité autour de l'orientation, où il pourrait y avoir la journée d'accueil de la classe prépa de proximité, la rencontre avec des pros, la venue de Catherine Sueur pour expliquer aux équipes éducatives comment il faudrait mieux faire. Vous remarquez que nous avons courageusement laissé Catherine expliquer les choses aux enseignants. Voilà, l'inspection générale de l'éducation n'est pas suicidaire. Et en tout cas, que tout cela soit visible par les enseignants, visible aussi par toute la hiérarchie de l'éducation nationale pour faire système. Parce que je crois qu'on en reparlera, c'est véritablement ça qui permet ensuite d'avoir une action efficace. Merci beaucoup Olivier, je crois que Laurent voulait compléter. Et je voulais rebondir sur 2 éléments. Le premier qui a été évoqué par Catherine Sueur tout à l'heure sur l'aspect, on va dire, sélectivité des concours et l'aspect du rapport à la notation ou à la compréhension de l'ensemble des matières. Si on regarde les classes préparatoires PC-PST, les concours sont encore très sélectifs et là on a une surreprésentation féminine, ça on le sait. Mais je trouve très intéressant le fait de valoriser, on va dire, le travail quotidien et l'aspect de sécurisation des parcours qui est réel en CPGE comme dans d'autres filières, mais en particulier en CPGE. Et je suis absolument certain que c'est un point de travail très intéressant, donc là-dessus on travaille beaucoup. Et le deuxième aspect, c'est effectivement les aspects de présentation du système qui a été évoqué par Olivier Sidokpo. Les associations là aussi se mobilisent beaucoup, les associations d'enseignants, puisqu'actuellement, il y a aussi des présentations qui sont faites avec en commun les services rectoraux qui vont convoquer des enseignants pour leur permettre d'avoir des informations dans une grande école, avec donc des acteurs des grandes écoles, donc des professeurs des grandes écoles et des enseignants de CPGE. Comme ça, on présente tout le continuum à des enseignants du secondaire qui sont les premiers prescripteurs et les premières prescriptrices de l'orientation. Je trouve ça vraiment, il y a des actions concertées, faire les choses en commun, de montrer l'ensemble du parcours, c'est vraiment des choses qui sont absolument fondamentales de mon point de vue aussi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de
D'ailleurs, ce qui est intéressant sur les classes prépa, c'est pas des concours. Les classes prépa, c'est un mode d'enseignement. C'est un enseignement qui est différent de celui de l'université, où on est dans les classes, on travaille différemment. Et l'enjeu de la classe prépa, c'est effectivement après de rejoindre une école d'ingénieur. Mais c'est pas, tout ne doit pas être centré sur les concours, et vous le dites très très bien. Et c'est évidemment ce type de démarche qu'il faut lancer. Merci beaucoup. Pour justement structurer et comprendre comment valoriser davantage les rôles modèles des femmes et transformer un peu ce système qui est encore injuste pour elles, on pourrait réfléchir et voir ensemble, discuter un peu plus sur les modes de gouvernance, les politiques publiques, les transformations culturelles pour un changement sur du long terme. Et ma première question pour vous, justement, Aline, comment agir sur la culture des écoles et surtout dans les secteurs industriels pour créer un environnement réellement inclusif? J'ai déjà apporté quelques éléments de réponse, mais je vais compléter. Avant peut-être de répondre directement à votre question, j'avais envie de compléter ce que disait Catherine Sueur, qui dans son rôle est restée très centrée sur les entreprises, et c'est bien ce qu'on attend de Bercy, mais je voulais compléter sur l'enjeu de la féminisation de ces métiers. On dit souvent, mais je crois que c'est assez vrai, que l'intelligence artificielle ne remplacera pas tous les jobs, mais elle remplacera les jobs de ceux qui ne savent pas l'utiliser. Donc moi, j'imagine parfois avec effroi un monde complètement digitalisé à base d'informatique partout, et c'est celui vers lequel on va, hein, à base d'intelligence artificielle partout, et qui serait un monde finalement dont les femmes n'auraient pas les clés de compréhension. Et en fait, je ne sais pas si les femmes réalisent l'enjeu qui est le nôtre, en fait, de reculer potentiellement en matière d'égalité des droits et en matière d'égalité d'insertion de plusieurs dizaines d'années pour retomber dans un temps où pratiquement les femmes ne travaillaient pas, juste parce que on dirait ces sphères techniques et technologiques, c'est pas pour nous. En fait, je crois qu'on n'a vraiment pas le choix. Si on veut pas être marginalisé dans le monde de demain, il faut vraiment qu'on prenne ça à bras le corps, et on en a toutes les capacités. Alors culturellement, comment on le fait dans une école? Alors je vais répondre à votre question, mais je le dis encore une fois, la problématique, c'est que l'enjeu, il est complètement systémique, hein. Donc, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on doit agir partout en permanence, et ça a été dit d'ailleurs dans tous les moments de l'orientation, que chacun n'a pas sa part de responsabilité, on peut tous faire quelque chose. Donc pour nous, ça veut dire avoir une pédagogie inclusive, effectivement, sensibiliser les garçons, être vigilant sur les biais. Par exemple, quand on apprend l'intelligence artificielle à l'ISEP, il y a aussi un cours qui parle des biais de l'intelligence artificielle, qui explique aux élèves que oui, d'accord, l'intelligence artificielle, c'est une boîte noire, mais qu'en fonction de la manière dont on la nourrit et du choix des data, on aura un résultat différent. On a par exemple embauché un docteur en philosophie qui était un éthicien, et donc tous nos élèves, quel que soit le niveau, d'ailleurs toutes les classes, font de l'éthique et se posent des questions, développent leur esprit critique pour être en fait des scientifiques ou des ingénieurs qui aient une conscience de leur responsabilité sociétale, environnementale d'ailleurs également, mais c'est moins notre sujet là tout de suite dans cette table ronde. Voilà, on développe le sentiment d'appartenance, en fait, filles et garçons. Donc on fait vraiment attention à tout, à l'accueil, à l'ambiance, au fait que voilà, il y a effectivement zéro tolérance sur les enjeux sexistes et encore plus sexuels. Alors, et en même temps que je le dis, moi, depuis que je suis à l'ISEP depuis 4 ans, j'ai jamais eu ce genre de problématique, mais il n'y a pas de hasard aux choses. En fait, c'est que si on a sensibilisé l'ensemble de la population dès le départ, il y a des interdits qui s'imposent naturellement, et on a moins ce genre de problème à gérer. C'est également le lien avec les entreprises qui, moi, dans mon cas, la plupart du temps, font les choses vraiment bien parce qu'elles veulent avoir des filles, mais il faut quand même être vigilant, hein. Une mauvaise expérience en stage, en apprentissage, a vite fait de dégrader l'image d'un secteur ou de décourager des jeunes filles. Donc voilà, d'une certaine manière, c'est en fait le mettre au cœur de la culture de l'école, ne pas faire des scientifiques, des encyclopédies techniques sur pied, comme je dis parfois à mes élèves. Si vous n'avez que des savoirs, ça n'intéressera pas grand monde. Développez vos savoir-faire et surtout développez vos savoir-être pour être un ou une ingénieure, finalement pas tout à fait comme les autres, et qui sait réfléchir et qui se pose les bonnes questions. Merci beaucoup, Aline. Mais on pourrait du coup en poser aussi et obliger les écoles, les classes préparatoires à prendre un certain pourcentage de filles. Qu'en pensez-vous des quotas, cher Laurent ? Alors effectivement, le mot quota n'a été évoqué pas du tout dans le plan filles et mathématiques, donc voilà, c'est un mot qui revient. C'est vraiment une question qui est
extrêmement technique. C'est-à-dire que si on parle de quotas, les quotas, en fait, ça existe déjà. Ça existe déjà pour les boursiers lors de la sélection sur Parcoursup. Alors, sans rentrer dans les détails, c'est un quota d'appel qui existe. On pourrait se poser la question de l'efficacité de cet objet qui existe depuis 2018 pour essayer de comparer et de se poser la question là-dessus. Maintenant, la question des quotas, et c'est exactement ce que vous avez dit avant, si on le met à un endroit, il faudrait le mettre partout. C'est-à-dire que si on souhaite rééquilibrer, si on souhaite pratiquer de la discrimination positive, parce que clairement, si on parle de quota, on parle de discrimination positive, alors dans ce cas-là, effectivement, il faudra en mettre partout. Il faudrait se poser la question des autres filières peut-être plus fortement féminisées pour créer des équilibres. Est-ce qu'on doit en venir là? C'est une question complexe, mais moi, je pense d'abord à densifier le vivier en termes de féminisation en amont. C'est-à-dire que vraiment, l'ensemble de la chaîne, se poser la question de l'ensemble de la chaîne est extrêmement important. Parce qu'effectivement, moi je parle du côté classe préparatoire, c'est-à-dire vraiment très en aval de ce qui a pu se passer après, de ce qui a pu se passer avant. Et le moment effectivement du choix, je reviens vraiment sur cet objectif-là, est-ce que des quotas seraient une bonne chose? Étant donné que notre vivier des dossiers les mieux classés est déjà surreprésenté, la question se pose. Donc nous, l'objectif d'abord, c'est vraiment présenter le système, faire comprendre qu'actuellement, les concours n'en sont plus vraiment, mais ils servent uniquement à classer, mais ne sont pas un coup près. Tout ça, c'est vraiment des choses que nous, on veut faire comprendre au quotidien dans notre système. Classe préparatoire aux grandes écoles, et c'est l'objectif principal, et les associations ne déméritent pas sur ce point, je dois le dire. Oui, je veux bien compléter. Alors, par principe, je ne suis pas du tout défavorable au quota, j'y suis même plutôt favorable. Et un quota, ça marche quand il existe un vivier et qu'on détourne le regard et qu'on ne voit pas ce vivier. Exemple, la loi Copé-Zimmermann, voilà, on veut féminiser les conseils d'administration. Il y a de nombreuses femmes qui sont tout à fait prêtes à rentrer dans un conseil d'administration et on détourne la tête et on fait semblant de ne pas les voir. On met un quota, ça marche. La question qu'on se pose ici, c'est y a-t-il un vivier ? Et on vient de passer cette table ronde à dire que le vivier n'existe pas. Donc, trouvez-moi une jeune fille en France qui aurait voulu faire une école d'ingénieur et qui n'y soit pas parvenue. En fait, il y a plus de places en école d'ingénieur que d'élèves en classe préparatoire. Et il y a largement assez de places dans les écoles post-bac pour accueillir toutes les élèves qui auraient envie de faire des études scientifiques. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on met des quotas? Eh bien, effectivement, les écoles les mieux classées ou les plus convoitées auront 50-50 si le quota est de 50-50. Et puis, au fur et à mesure que vous allez descendre, à la fin, il n'y aura pas assez de filles pour tout le monde. Et donc, mécaniquement, on devrait avoir au final moins d'élèves, y compris moins de garçons, puisqu'on ne pourra pas les prendre pour respecter le quota. Donc moi, personnellement, j'aimerais que ça puisse fonctionner, j'aimerais me convaincre que ça pourrait fonctionner. Je pense qu'on n'est pas prêt tant qu'on n'aura pas alimenté notre vivier. Merci Aline. Catherine, vous voulez compléter Oh là là, je ne sais même pas par où commencer. Peut-être, moi, ce que je peux dire, c'est que moi, j'étais dans une école d'ingénieurs en 1997, quand la loi sur les quotas sur les partis politiques a été votée, quand on a modifié la Constitution pour dire désormais il y aura dans les listes pour les élections municipales un homme, une femme, et on va se fixer d'ailleurs un objectif également dans les gouvernements d'avoir autant d'hommes que de femmes. Moi, à l'époque, j'étais dans une école d'ingénieurs dans laquelle on était évidemment 15% de filles, et j'étais très contre cette loi. Je me dis, mais il faut laisser à notre génération, on va y arriver, on va faire la preuve que on va pouvoir effectivement prendre des places au gouvernement, au Parlement, etc. etc. La réalité, c'est que 30 ans d'après, moi, j'ai complètement changé d'avis et je suis absolument pas d'accord avec ce qui a été dit, pour mettre un peu de piment dans cette table ronde. C'est-à-dire que les quotas, c'est pas facile, effectivement, mais honnêtement, si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas. On peut dire ce qu'on veut entre nous. Évidemment, il faut faire venir des rôles modèles et ça marche. Évidemment, il faut former toute la communauté éducative à de la pédagogie égalitaire, etc. Mais les stéréotypes de genre sont tellement puissants que si on n'a pas une action très volontariste, on n'y arrivera pas. Donc après, c'est une mesure proportionnée, un quota. C'est une mesure qui existe. Moi, j'ai été nommée à Bercy parce que j'étais une femme, parce qu'à Bercy, il y a un quota qui veut que 40% des directrices soient des femmes. Et bien de fait, quand on les cherche, on les trouve. Donc après, il y a la question du vivier. Mais le vivier, il existe. Des jeunes filles aujourd'hui qui sont en terminale et qui font des maths, il y en a plein. Des façons de rajouter, comme le font un certain nombre d'écoles d'ingénieurs en première année, pour celles qui ne font pas de prépa et qui vont directement en prépa intégrée, et pour celles qui n'ont pas fait assez de maths, de rajouter des cursus de maths, c'est possible. Donc en fait, tous les arguments qu'on nous avance, qui est de dire « Ah là là, mais c'est pas pareil, je sais pas quoi »,
moi, ce que je veux vraiment dire sur les quotas, c'est que c'est quelque chose qui est proportionné à notre objectif. Notre objectif, c'est quoi? Féminiser les filières scientifiques, faire en sorte qu'il y ait plus d'ingénieurs en France, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'écarts salariaux. Ça, c'est des objectifs qui nécessitent qu'on ait des actions fortes. Avoir des actions fortes, c'est effectivement assumer qu'on veut 40% de femmes. Aujourd'hui, pourquoi les filles ne vont pas en prépa? Qui a envie aujourd'hui d'aller dans une prépa en MP étoile dans lequel il y a 5 femmes sur 48? Personne. Et c'est pas parce que vous passerez de 5 filles à 6 filles, puis à 7 filles, et peut-être dans 5 ans à 10 filles, que ça changera les choses. Si à l'inverse, puisque le vivier existe, vous le disiez, vous avez 35% de candidates, et finalement elles n'y vont pas. Et pourquoi elles n'y vont pas? Parce qu'elles n'ont pas envie d'être minoritaires. Et d'ailleurs, on le sait, les filles réussissent moins bien en prépa, parce qu'il y a un phénomène très connu qui s'appelle le solo status, qui est que quand les femmes sont en minorité, elles sont moins sûres d'elles, et du coup, elles réussissent moins bien. Donc, le fait d'imposer des quotas, c'est vraiment une mesure tout à fait proportionnée qu'on a fait dans plein d'endroits. On l'a fait dans la politique, on l'a fait dans l'économie, on l'a fait dans l'administration, et on a réussi. Quand on a féminisé les postes de préfet, on disait exactement la même chose. Les préfets. Aujourd'hui, il y a 40% de femmes qui sont préfètes en France. On a dit, oh là là, mais c'est pas possible, c'est du maintien de l'ordre. Et puis d'abord, on n'a pas le vivier. Et puis ensuite, il faudra qu'elles déménagent. Et comment elles vont faire avec leur famille? On a réussi. On a réussi parce qu'on s'est fixé un objectif, on s'y est tenu et on allait chercher les femmes les unes après les autres, une par une. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Olivier, vous vouliez rebondir, c'est ça? Compléter? Non, je vais compléter parce que je suis évidemment complètement d'accord avec Catherine. On a passé suffisamment de temps ensemble et je crois que ce que tu dis, on le pense tous les deux et on a aussi évolué. J'étais aussi, même si j'étais pas concerné au début contre, au nom de principes dont je pense qu'ils sont mieux réalisés s'il y a autant de filles que d'hommes que si on respecte des choses assez abstraites. Mais plutôt pour avoir des choses peut-être plus plus immédiates, parce que je ne pense pas que c'est demain qu'on va faire des quotas. La première chose, c'est que le contexte a changé et pas seulement en positif. C'est-à-dire qu'il se peut que lorsque vous essayez, si vous êtes réunis là, c'est parce que vous êtes convaincus que c'est un combat juste, mais il y a une résistance qui n'existait pas. C'est-à-dire en même temps, des choses changent dans le positif, mais la partie qui n'est pas pour ce changement est, on pourrait dire, de plus en plus parfois agressive. Donc il se peut que lorsque vous venez parler pédagogie égalitaire, nouvelles méthodes pédagogiques, des gens vous disent « Ah d'accord, et pour les garçons, vous faites quoi ?» Eh ben, la réponse est simple, vous ressortez la même chose, parce que c'est aussi fait pour les garçons. Parce que la pédagogie égalitaire, ça réussit mieux aux filles, ça réussit aussi mieux aux garçons. Et un environnement non sexiste, eh ben, c'est pas mal d'être une fille, mais c'est aussi agréable d'être un garçon dans cet environnement. Donc ça, c'est des choses qu'il faut porter. C'est que les solutions sont des solutions universalistes qui profitent aux filles et aux garçons. Ensuite, il y a évidemment l'idée d'avoir du collectif et d'avoir du systémique. Et pour ça, il faut d'abord partager des constats. Et c'est pourquoi le rapport, et en particulier les annexes du rapport, IGF, IGESR, elles sont pour vous. Elles sont pour véritablement des gens qui vont compulser 25, 30 pages avec des notes de bas de page, avec des références et avec des actions très concrètes à disposition. Je cite aussi, et c'est vraiment quelque chose d'important, le collectif qu'a lancé Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale, en réunissant les associations, toute la pléiade d'associations qui œuvrent à l'égalité, aussi bien Femmes et Sciences, etc., avec l'idée de partager et de reconnaître, ce qui est assez rare pour être souligné, que l'État ne peut pas tout en la matière, qu'il a besoin du monde associatif et qu'il a besoin de partager des choses et de partager finalement des actions. Et puis dans le collectif, dans le systémique, il y a aussi ce que chacune et chacun on peut faire, parce qu'on est tous dans des institutions, dans une association, on produit des textes. Est-ce que ces textes sont relus avec les lunettes du genre ? Bon, alors il se trouve qu'à l'ONICEP, c'est plus simple parce que tout est intégré, qu'on a une mission égalité filles-garçons qui regarde tout ce qui est produit. Les fiches métiers sont relues, sont revues et le studio qui produit les illustrations a bien compris qu'aucune image ne serait validée si elle comportait une once de stéréotype ou de sexisme. Et puis, on travaille aussi, c'est important de donner une information sur les métiers tels qu'ils sont. J'ai amené nos dernières productions faites en collaboration avec des branches et des entreprises, Forum Cyber, sur la cybersécurité. Alors on dit cybersécurité, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi exactement ces métiers? Et bien, évidemment, on a travaillé avec des images d'hommes, des images de femmes, qui permettent de montrer ce que c'est exactement, ce que sont ces métiers, et qui permettent d'avoir des témoignages. Et là aussi, c'est relu, c'est étudié avec les lunettes du genre. Donc ça, c'est gratuit.
c'est dans tous vos établissements. Donc, si ça n'est pas dans votre lycée, vous pouvez écrire à l'ONICEP et on vous l'enverra. Donc, ça fait partie des choses très concrètes et je crois qu'ils peuvent, au jour le jour, faire qu'on avance dans le même sens. On mettra les références dans le chat, hein, donc il n'y a pas de souci par rapport à cela. Je crois que Laurent, vous avez envie de compléter ? Oui, puisqu'on a trouvé un point de désaccord, continuons un peu. Non, effectivement, sur les aspects de taux à atteindre, il faut traiter ça sans dogmatisme, j'en suis absolument convaincu. Mais vous avez parlé des MP étoiles, mais moi je vais parler des TSI. Forcément. Voilà, la filière technologique, qui est donc le vivier naturel, c'est les classes STI 2D. Et là, les classes STI 2D, vous le savez très bien, les filières technologiques sont désertées par les filles. Et ça, il nous faut travailler vraiment très profondément là-dessus. Et là, encore une fois, on remonte la chaîne. Et je voulais présenter un dernier levier que je trouve vraiment intéressant parce que c'est des questions qui sont cruciales, mais qui ne sont pas uniquement centrées sur le parcours scolaire. Il faut penser au logement. Et il y a un endroit où il n'y a pas de mixité, c'est les internats. Et là, il y a un levier extrêmement intéressant, je pense, les internats. Alors bien sûr, c'est des investissements. L'État ne peut pas tout, effectivement. Voilà. Les ouvrir le week-end, peut-être ajouter des places pour les filles, c'est des questions qui peuvent peut-être créer un nouveau levier. Parce que comme vous l'avez dit, c'est peut-être avec des petits nombres, vraiment à quelques endroits stratégiques, qu'on va peut-être d'abord changer uniquement une image, mais changer profondément et transformer les choses. Parce que atteindre des seuils critiques de pourcentage, c'est créer vraiment un cercle vertueux. Et ça, là, je suis d'accord avec vous. Si je peux aussi, moi, compléter, je donne aussi une autre idée qui est d'envisager des bourses ou des surbourses. Il y a encore des familles où il y a des arbitrages qui sont faits dans une fratrie entre les filles et les garçons, et on fait faire plutôt les études aux garçons, ou aux garçons d'ailleurs. Dans ce cas-là, on enlève le pluriel qu'à la fille. Donc donner des surbourses, ça peut être aussi un signal fort. Et puis, j'y avais pas pensé, mais vous avez amené une idée qui est tout à fait intéressante. Moi, comme je le dis, je suis pas contre les quotas par nature, mais là, je vois pas comment ça peut fonctionner. Mais par contre, si on avait des quotas toutes filières, là, ça devient intéressant. Parce que là, on peut travailler un vase communicant. Sinon, en fait, on va encore stigmatiser les filles d'une certaine manière. Et je prends juste un exemple, mais moi, je suis persuadée que si on avait plus de professeurs des écoles sans ES à la fin, mais donc plus d'hommes à l'école primaire, on aurait peut-être plus de filles qui feraient des filières scientifiques, puisque là aussi, on a une très grande majorité de femmes, plus de 90%. Généralement, elles ont fait des études d'humanité, donc elles ne sont pas du tout à l'aise avec les sciences et elles ont intégré le stéréotype par rapport aux mathématiques. Encore une fois, je ne les stigmatise pas du tout, c'est juste la réalité. C'est pas la fille d'enseignante, voilà, on ne pourra pas me taxer de leur en vouloir, pas du tout. Donc voilà, par exemple, si on a un quota sur l'ensemble des métiers, là, ça devient intéressant et on répartit les filles et les garçons dans notre pays. Voilà, d'ailleurs, j'ai souvenir d'un discours de Philippe Baptiste, notre actuel ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui à un moment donné s'était interrogé en petit comité, ce n'était pas une conférence publique, mais en disant, mais est-ce que dans notre pays, on peut se permettre très longtemps de ne pas flécher du tout les élèves vers les études dont on a besoin, en fait? Est-ce qu'on peut encore se permettre d'avoir des élèves qui choisissent des études qui leur paraissent super passionnantes, mais qui ne mènent potentiellement à aucun métier, alors qu'à côté, on a des pénuries? Donc voilà, si on va dans une direction d'équilibrage, là oui, je suis beaucoup plus à l'aise. Et l'autre levier que j'ai dit, c'est le levier de la finance. On pourrait aussi d'ailleurs utiliser le levier de l'apprentissage, aider les entreprises qui prennent des filles, plutôt des filles que des garçons. Donc ce levier financier à isobudget, je sais que l'État manque d'argent, mais à isobudget peut être intéressant. Merci Aline. Justement, en lien avec le financement notamment, Catherine, pour vous, quel levier structurel type financement, gouvernance, obligation de reporting pourrait accélérer la féminisation? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à obliger finalement les établissements à faire du reporting systématique? Alors d'abord, ça fait des mots qui font un peu peur, reporting, obligation, etc. etc. Moi, j'étais quand même très frappée par l'ambition politique qui avait été portée par Elisabeth Borne, puis reprise par Édouard Geffray, en disant on va faire un plan filles et maths. Et je pense que mettre le sujet à l'ordre du jour, c'est déjà un premier pas. Et effectivement, après, il y a plein de choses qui en découlent. On n'a pas parlé de la labellisation des établissements, mais c'est vraiment une politique très, très intéressante. Donc, il y a plein de choses. Et après, comment, quand on a mis le sujet à l'ordre du jour, chacun, dans les rectorats, dans les établissements, dans les lycées, dans les collèges, dans les
lycées technologiques, etc. Chacun, effectivement, fait son bout de chemin. Moi, j'étais extrêmement frappée en travaillant sur l'éducation nationale, à savoir, il y a plein de données. On a plein de données sur les élèves, on peut voir les parcours. Donc, il y a plein de choses à faire et sans utiliser des mots compliqués comme reporting, etc. C'est comme disait Aline, c'est y penser toujours et se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Effectivement, c'est un enjeu extrêmement important aujourd'hui pour notre pays. Qu'est-ce que je peux faire moi en tant que proviseur? Qu'est-ce que je peux faire en tant que principal? Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'enseignant? Et effectivement, après, rentrer dans des démarches de labellisation, de discussion dans les communautés, communautés éducatives, comment à la réunion de rentrée on en parle, etc. Donc, moi, mon point, c'est effectivement, il faut se fixer un objectif et après, moi, je suis assez confiante dans la capacité du système éducatif à mettre en place des réformes. Le système éducatif en a fait la preuve ces dernières années. Et après, je pense qu'il y aura un effet d'entraînement que j'espère général. Et un reporting, on en a un. La loi Rixin, la loi d'émancipation économique des femmes, a instauré 2 types de reporting pour les établissements d'enseignement supérieur. Il y en a un sur les classes prépa et un sur les écoles. Voilà, décret d'application de décembre 2024. Je vous invite à aller le chercher. Je ne sais pas si tout le monde le fait, mais oui, on doit faire du reporting spécifiquement sur l'égalité filles-garçons dans nos effectifs. Reporting, et je rebondis aussi, Catherine, vous parliez de labellisation. Sorbonne Université, notamment, en fait, aimerait avoir ce fameux label DD-RSE, donc développement durable et responsabilité sociale et environnementale, qu'on oublie parfois RSE, qui est vraiment lié au DD, donc, et en l'occurrence l'égalité femmes-hommes. De plus en plus d'universités et d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, en fait, souhaitent avoir ce label. Et c'est peut-être aussi un moyen, finalement, d'aller vers l'égalité femmes-hommes. C'est un puissant moteur, en tout cas. Merci à vous 4. On va passer aux questions, si vous le voulez bien. Moi, j'avais une première question. On a parlé, et d'ailleurs, Aline, vous avez complété, vous avez introduit du moins la question et la place des filles. On a beaucoup parlé, évidemment, des filles, là, maintenant, mais pas assez, à mon sens, des filles dans les banlieues populaires, les fameuses banlieues issues des catégories défavorisées. Comment les aider au mieux? Parce qu'elles ont la double sanction, être une fille et issue des catégories populaires. Comment on les aide au mieux? Paradoxalement, il faut se garder de certains stéréotypes. Parfois, dans ces familles, il peut y en avoir moins, en fait. Voilà, on n'a pas intégré ce que c'est qu'être les stéréotypes de filles sont moins intégrés, en fait. L'essentiel, c'est de grandir, gagner sa vie et finalement... alors, il peut y avoir une barrière financière. Donc là, effectivement, on pourrait, j'ai parlé tout à l'heure de bourses fléchées, d'aide à l'apprentissage fléchée. Ça, moi, j'y crois beaucoup. Mais je ne suis pas certaine qu'il y ait plus de stéréotypes dans les catégories socio-professionnelles défavorisées. C'est peut-être même parfois l'inverse. Non, je rejoins. Alors en plus, milieu populaire, c'est pas juste banlieue. Il y a aussi les milieux ruraux avec d'autres contraintes. Il y a aussi les outre-mer. Et parfois, les sciences sont un outil d'émancipation. Alors on n'a pas eu le temps de le regarder précisément dans le rapport, mais il semble que dans des territoires ultramarins, il y ait au contraire finalement des chiffres qui sont plutôt positifs dans l'orientation scientifique des jeunes filles parce que c'est un vrai espoir d'émancipation et que par ailleurs, il y a parfois un vrai souci de réussite scolaire des garçons. Donc en fait, et ce que j'ai dit au début, c'est vraiment, ça n'est pas lié aux classes sociales et parfois on a des stéréotypes plus forts, genrés, dans les classes sociales très favorisées, dont les 2 parents ont fait des études supérieures. Donc pour une fois, on pourra dire qu'il n'y a pas cette double peine, même s'il y a toutes les contraintes, encore une fois, où il ne faut pas oublier les contraintes territoriales. Merci beaucoup. Je complète cette fois-ci un point que vous aviez abordé indirectement, ou Catherine ou Laurent, par rapport à la classe étoile. On remarque que plus on va vers la 2e, la 3e année en classe prépa, du moins lorsqu'on va vers la classe étoile, la fameuse, moins on voit de filles. On voit aussi effectivement d'autres biais, en l'occurrence, comment les aider. Et on a aussi le phénomène jour J, le jour de l'évaluation, le jour du concours, en fait, alors qu'elles réussissent très bien avant. Elles ont, d'ailleurs, les dernières études montrent qu'elles elles ont de moins bonnes notes, alors que pendant toute l'année, elles réussissaient très, très bien. Comment les aider aussi le jour J? Laurent, est-ce qu'il y a des accompagnements là-dessus? Vous avez parlé de programmes de non-mixité. Est-ce qu'on pourrait penser, réfléchir à d'autres process au-delà du quota, bien sûr?
C'est intéressant hein, ce que vous énoncez, parce que quand on pense aux classes étoilées, on a parlé de la MP étoile, il y a aussi la PC étoile, la PSI étoile. Alors effectivement, on est en train de regarder des statistiques sur des nombres qui sont effectivement très petits, donc c'est très complexe à analyser. En tout cas, l'accompagnement, j'ai parlé de l'internat, mais en tout cas l'aspect de soutien toujours mutuel entre les élèves et puis les enseignants, puis de créer un environnement favorable, je pense que ça c'est quelque chose d'intéressant. Mais je reviens toujours sur notre vivier initial, où l'aspect de jeunes filles brillantes dans les dossiers que l'on manque au moment de la sélection par un processus de censure qui a été évoqué. Ça, je pense que ça peut être une des explications. En tout cas, l'autre aspect, c'est si on regarde l'ensemble des écoles d'ingénieurs, les filles réussissent aussi bien que les garçons, mais je suis d'accord que sur l'aspect image, sur notamment les écoles très sélectives, il y a un vrai enjeu vraiment lié à la vision à l'ensemble de la population sur ce type de vivier. Mais je laisse ça. Il y a quelque chose qui a été testé, qui fonctionne, c'est de rassembler les filles pour éviter le syndrome de l'imposteur, en fait. Alors moi, je l'ai testé une fois à l'ISEP, dans les oraux post-CPGE. J'avais demandé à mon équipe de faire venir les filles en groupe, de manière à ce que le jour où elles viennent, elles ne se retrouvent pas, par exemple, une ou deux filles en salle d'attente pour passer l'oral, entourées que de garçons. Alors par contre, ça avait l'inconvénient qu'en fait, ça réduisait le nombre de jours possibles pour les filles, qu'elles se retrouvaient encore stigmatisées. En fait, je lance l'idée, mais dans tout ce qu'on teste, c'est toujours très compliqué parce qu'il faut regarder les plus et il faut regarder les moins. Mais en tout cas, ça, on sait que si on s'arrange pour que les filles ne soient pas minoritaires dans une salle d'examen en vue d'un concours, elles ont plutôt tendance à mieux performer. J'allais dire la même chose. J'ai une dernière question par rapport justement aux passerelles, les liens qu'on pourrait créer encore plus entre le lycée, le collège bien sûr, le lycée et le supérieur, donc dans les filières scientifiques et techniques. Notamment, je ne vais pas faire l'autopromotion de Sorbonne Université, mais du moins, demain, nous organisons une journée mathématiques et sciences destinée à 5 collèges et lycées d'Île-de-France. Est-ce qu'on n'a pas tout intérêt, justement, à valoriser ce genre de pratiques et les rendre quasi obligatoires? Et je m'adresse à vous quatre. Effectivement, là on peut parler même d'immersion, des immersions qui se produisent et qui sont souvent le fait d'initiatives plutôt locales des équipes de classes préparatoires. C'est vraiment des moments privilégiés, les faire notamment assister à des interrogations orales. C'est souvent quelque chose qui fait un petit peu peur, avec le terme colle en plus toujours, mais le vrai nom c'est interrogation orale. C'est vraiment des moments qui peuvent être très intéressants pour dédramatiser l'accession à ce type de classe préparatoire. Voilà, c'est intéressant. Voilà un exemple, l'immersion. Ça, je trouve ça très intéressant, l'exemple d'école quand même. Parce que l'exemple d'école, c'est vécu comme une interrogation, etc. Alors qu'en réalité, qu'est-ce que c'est une colle? C'est un cours particulier quand même. Enfin, je ne devrais peut-être pas dire ça. De toute façon, voilà. Non, mais je trouve ça intéressant dans l'image des classes prépa. C'est-à-dire que dans l'image, on se dit, oh là là, mais c'est terrible, je vais me retrouver une fois par semaine dans une petite salle avec un prof. Mais non, au contraire. C'est-à-dire que c'est quand même une chance. Et ça aussi, ça fait partie de la pédagogie égalitaire. C'est-à-dire que comment on fait de l'interrogation orale, un moment où on peut encore plus apprendre sur un exercice, apprendre à expliquer à l'oral, ce qui est quand même une compétence très très utile après dans toute sa vie professionnelle, comment on peut gérer son stress dans la prise de parole, etc. Donc c'est un exercice et en général, plus on en fait, meilleur on est, comme tous les exercices. Donc il faut changer l'image. C'est vrai. Alors après, il y a toujours la façon dont tu la racontes, qui peut être objective, et il y a la façon dont on la vit. Voilà, pour avoir passé 3 ans et réussi, je crois, assez brillamment les concours, je garde quand même un souvenir à peu près cauchemardesque de l'angoisse que j'avais avant d'aller en colle, même si j'avais après des très bonnes notes. Donc voilà, il y a aussi, et il ne faut pas évacuer cette expérience psychique de chacun, qui n'est pas lié toujours aux choses objectives. Mais peut-être sur cette question des initiatives, tout à fait d'accord, les cordées aussi, une des difficultés qu'on a, c'est le suivi de tout cela. C'est-à-dire, l'élève change de collège, passe du collège au lycée, et en fait, on n'a plus trace de ce qui a été fait avant. Un prof arrive, un prof part, on n'a plus trace de ce qui a été fait avant. Donc ça, c'est un vrai souci dans tout le parcours de l'enseignement secondaire, et du coup, on a l'impression de décoper un peu la mer, parce qu'à chaque fois on recommence et puis on ne sait plus, et que quand l'Union européenne nous dit on vous a donné X millions pour les cordées, qu'est-ce que vous en avez fait? C'est panique à bord dans tout le ministère pour essayer de donner des chiffres, parce que personne n'est capable de savoir exactement, même si on a fait beaucoup de choses. Donc on essaye un petit peu de publicité au travers de la plateforme Avenir, de développer un module cordé qui permettrait, puisque cette plateforme suit l'élève pendant toute sa scolarité, de garder trace de ce qu'il a fait
avec qui il l'a fait et que chaque enseignant puisse dire eh ben voilà, tu as fait telle immersion l'an dernier, on va peut-être continuer là-dessus. Donc c'est vraiment avoir un suivi de tous ces efforts pour ne pas que ce soit des efforts qui soient liés à une personne, à une situation et qui obligent à tout redémarrer l'année d'après. Je crois que c'est cette impression parfois d'épuisement des gens qui s'engagent dans l'égalité filles-garçons, c'est vraiment quelque chose contre quoi il faut lutter et il faut leur donner des outils pour ça. Merci beaucoup, merci à vous quatre. J'espère que cette table ronde, en tout cas, vous aura donné à vous, en ligne, les clés pour aborder cette thématique avec nuance, esprit critique et toujours avec curiosité. Si on devait résumer en fait en une phrase finalement ce sujet en fait aujourd'hui, serait peut-être de donner les clés et donner effectivement les chances à toutes les femmes pour avoir leur place et créer une sorte de communauté scientifique, enfin, en France. Merci à toutes, merci à tous pour votre attention.